Cette formation est animée par Dr Sharfeddin Momen. Docteur, la parole est à vous. Merci. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je dois confirmer, est-ce que vous voyez le diapo? Est-ce que c'est lisible? Aujourd'hui, c'est la troisième séance. La troisième séance, c'est intitulée Détection de communauté dans un réseau social. Donc, pour faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, on avait quelques mesures ou bien quelques métriques et indicateurs pour analyser les réseaux sociaux. Et on a distingué deux types de catégories d'indicateurs. Il y a des indicateurs de centralité, il y a des indicateurs globaux de réseau. Les indicateurs de centralité, ce sont les indicateurs qui essayent de mesurer euh, l'importance des nœuds ou bien l'importance des acteurs dans un réseau social. Alors que pour les indicateurs de global du réseau, ce sont des indicateurs qui mesurent la globalité du réseau d'une manière holistique. Donc, on a par exemple les indicateurs de centralisation, on a le degré centralité, on a le proximité. Pour la deuxième catégorie, c'est les indicateurs global de réseaux. On a la densité. On trouve aussi, par exemple, les coefficients d'agglomération, ou bien clustering coefficient. Et on a aussi le diamètre du réseau, etc. Donc, tous ces indicateurs aident à l'analyse des réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, on a un autre indicateur qui est important, c'est comment détecter les communautés. Maintenant, avant de commencer, imaginez par exemple si vous êtes dans une entreprise, vous travaillez par exemple dans une entreprise de logistique ou bien de distribution. C'est-à-dire que vous avez une flotte de moyens de transport, des camions, des semi-remorques, des camionnettes, etc. Et parce que vous êtes dans, par exemple, le secteur de distribution, vous avez la liste des fournisseurs et des clients, parce que vous transportez la marchandise, les produits et les services. Et donc vous avez une liste de fournisseurs et des clients. Et cette liste, c'est une grande liste, surtout si vous êtes une grande entreprise, par exemple, de distribution dans le pays. Alors maintenant, c'est que, par exemple, votre directeur vous demande, par exemple, de voir qui travaille avec qui étroitement dans le réseau. Pourquoi? Parce que vous voulez, par exemple, économiser le temps, économiser les coûts et économiser aussi l'interaction entre la distance qu'il y a entre les fournisseurs et les clients. Et donc, pour vous, vous devez savoir qui sont les groupes ou bien les petits groupes qui travaillent ensemble étroitement. Mais ça paraît un peu impossible parce que, imaginez, vous avez une liste, ça, c'est par exemple, ça les fournisseurs, ça les clients, et ça, c'est travaille avec qui, mais vous ne pouvez pas détecter ces sous-groupes-là, ce qu'on appelle les communautés. Donc ça, ici, intervient la détection de communautés. D'accord? Ici, on va analyser les réseaux sociaux et on essaie de détecter la communauté. C'est ça qu'intervient la détection des communautés. Par exemple, aussi, si je donne un autre exemple, si vous êtes, par exemple, dans la santé publique, si vous êtes dans la santé publique et vous avez, par exemple, euh, un rapport, par exemple, un matin, et vous avez reçu un rapport qui vous dit qu'il y a une intoxication dans différentes villes dans la région. Et ici, le directeur vous demande, est-ce que vous essayez, s'il vous plaît, par exemple, de détecter où est la source de cette intoxication, où est la source de ce problème-là. Donc ici, vous allez collecter des données, par exemple, les personnes qui sont impactées, qu'est-ce qu'elles ont acheté, où acheté, la date d'achat, etc., de leurs produits, par exemple, alimentaires. Et vous faites l'analyse de réseaux sociaux. Et ici, vous détectez les communautés ou bien les sous-groupes qu'ils ont une interaction très étroite
Et au travers de ces interactions, vous détectez la communauté la plus impactée. Et cela, ça va prouver ou ça va vous donner un indice où est la source de cette intoxication. Donc, c'est ça, généralement, la raison pour étudier la détection de communautés dans les réseaux sociaux. Maintenant, la définition. C'est quoi une communauté? Une communauté, c'est un ensemble de nœuds ou bien des acteurs densément connectés entre eux. C'est-à-dire, il y a une interaction très dense entre certains nœuds dans le réseau. C'est-à-dire, ici, qu'on vient densément connectés entre eux, mais faiblement connectés aux autres parties. Comme vous voyez ici dans cette graphe-là. Donc, ici, il y a une communauté. Ici, il y a une communauté. Il y a 4 communautés distribuées avec différentes couleurs. Et chaque communauté, ils ont une interaction très étroite. C'est-à-dire qu'il y a le lien entre ces communautés. Il y a beaucoup de liens dans cette communauté et dans cette communauté, dans cette communauté. Ça, on appelle ça les communautés. Parce qu'ils ont des relations très denses entre ces acteurs-là, mais très faibles avec le reste du réseau, ou bien avec le reste des communautés existantes. Donc, c'est ça ce que ça veut dire la communauté. Ce sont les sous-groupes très connectés entre eux dans un réseau social. Maintenant, par exemple, généralement, on trouve la détection des communautés utilisée surtout dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme je disais, c'est social media, c'est pas social networks. L'appellation est un peu différente en anglais. Donc, dans les réseaux sociaux comme Facebook, comme LinkedIn, comme Twitter, etc., toujours il y a par exemple, ils vous recommandent des contenus ou bien ils vous recommandent des amis, des personnes, etc., etc. Ça, c'est quoi? C'est à partir de l'analyse de détecter les communautés, à partir de cette analyse, il vous donne ces suggestions-là, ou bien ces recommandations. Aussi, par exemple, pour identifier les influenceurs dans un réseau social, d'étudier où sont la source des fake news, ou bien détecter les réseaux criminels, comme on a dit la dernière fois. Donc ça, c'est généralement l'utilisation de, de détection de ces communautés-là. Maintenant, il y a différents types de communautés. Il y a des communautés disjointes, c'est-à-dire une communauté qui ne se chevauche pas, c'est-à-dire un nœud ou bien un acteur, il appartient seulement à une communauté et n'appartient pas aux autres communautés. D'accord? Donc ça, on appelle ça une communauté disjointe. Il y a la communauté chevauchante où on trouve un nœud qui peut être dans plusieurs communautés à la fois. Par exemple, par exemple, on détecte la communauté des familles, on trouve par exemple votre cousin, elle est par exemple connectée à votre famille, bien sûr de côté parental, mais de côté de sa mère, donc peut-être qu'il est connecté à d'autres types de familles. Donc ça, il peut être donc le nœud, ou bien votre cousin, et peut être dans 2 communautés à la fois. Donc ça, on appelle ça les communautés chevauchantes. Il y a la communauté locale, c'est-à-dire une communauté est centrée sur un seul nœud, bien un seul acteur. C'est-à-dire l'acteur ici, c'est l'acteur central qui relaie l'ensemble des autres nœuds, bien des autres acteurs. On appelle ça communauté locale. Donc, dans la détection des communautés, donc ces 3 ça, donc on peut les détecter facilement, mais parfois il y a des difficultés dans la détection des communautés chevauchantes parce que parfois les logiciels ou bien les algorithmes utilisés pour la détection se diffèrent d'une méthode à une autre. Donc, quels sont les critères pour détecter une communauté? Ici, j'ai essayé seulement de citer le critère le plus simple, c'est la densité. Qu'est-ce que ça veut dire la densité? C'est le nombre de liens existants entre les nœuds. Donc, lorsqu'il y a plusieurs liens entre ces nœuds, bien un lien très dense, donc ici, on peut dire que ça, c'est une communauté. S'il n'existe pas de lien, donc ça veut dire qu'il n'existe pas de communauté, ou bien ces nœuds-là, ils ne sont pas dans la même communauté. Ou bien aussi avec la taille. Donc la communauté, ça prend plusieurs nœuds. Ce n'est pas un seul nœud, bien un seul acteur ou bien 2 acteurs. On ne peut pas les considérer comme une communauté parce que ça va être seulement un seul lien.
pour dire que ça, c'est une communauté. Maintenant, quelles sont les méthodes? J'essaie un peu d'être un peu plus vite pour seulement vous visualiser la partie pratique dans le logiciel. Donc, quelles sont les méthodes de détection de communauté? Il y a des méthodes simples, il y a des méthodes, bien sûr, qui nécessitent un peu de calcul. Donc, la méthode la plus simple, c'est les méthodes basées sur la similarité structurelle. C'est-à-dire ici, on essaye seulement de visualiser le réseau et de dire est-ce qu'il y a une communauté ou pas. Donc, ici, on peut regarder voir dans un réseau que deux nœuds, peut-être, ils appartiennent à la même communauté parce qu'ils ont les mêmes liens ou bien des liens sont similaires ou bien identiques. On peut dire ça que ils appartiennent à la même communauté. Deuxième type de méthode de similarité structurelle, c'est la similarité des attributs ou bien des caractéristiques. Les caractéristiques, par exemple, ou bien on trouve l'âge, le sexe, le métier, etc., etc., dans une même entreprise, ou bien dans un même groupe, etc., etc. Ça, on peut dire que ça appartient à une seule communauté. Ce sont des méthodes structurelles très simples. Et la méthode la plus connue maintenant, c'est la méthode basée sur la modularité. La modularité, ça, c'est la méthode la plus utilisée dans l'analyse des réseaux sociaux, surtout dans les sciences sociales. Donc, c'est quoi la modularité? C'est la mesure à quel point les liens sont concentrés à l'intérieur d'une communauté plutôt que entre elles. Donc, ça, c'est une mesure de dire, la modularité, c'est une mesure de dire que les communautés, elles sont bien distinctes et la qualité de distinction est claire ou bien est bien définie. C'est ça ce que ça veut dire la modularité. Il y a bien sûr sous cette modularité, il y a différentes méthodes. On trouve les méthodes de Neumann, les méthodes de Levin, etc. Mais ça, pour le moment, on ne va pas expliquer cela, mais essayer seulement de prendre le concept général que la modularité seulement, il vous donne la qualité de distinction entre les différentes communautés dans un réseau. On trouve généralement par bien sûr certains calculs et donc on trouve que le score qui sont utilisés dans la modularité, toujours il doit être entre 0 et 1. Lorsque la valeur qu'on appelle la valeur Q ou bien Q, donc c'est la modalité. Donc si la valeur est proche de 1, ça veut dire que la qualité de distinction, la qualité de détection des communautés est très élevée. Et si la valeur est proche de 0, donc la qualité de division, ou bien ce qu'on appelle les partitions de cette communauté, donc, est très faible, donc ce n'est pas bien défini. Donc c'est ça la méthode de modalité. Il y a d'autres méthodes aussi, on trouve par exemple la méthode divisive ou bien top-down, c'est-à-dire on commence de plus haut jusqu'au plus bas dans le réseau. Qu'est-ce que ça veut dire on commence de plus haut? C'est-à-dire on commence avec généralement les liens et les nœuds les plus importants, on essaie de les supprimer pour au moins détecter les réseaux. Donc de cette manière-là, on peut révéler, on peut déceler les communautés existantes dans un réseau. Il y a bien sûr son avantage, c'est une interprétation très claire parce que lorsqu'on élimine les liens, on élimine les nœuds, le plus important, on peut voir clairement où sont les communautés. Mais ça, c'est très coûteux pour les grands réseaux parce que ça va prendre beaucoup de temps pour faire cela. Il y a aussi des méthodes ici, beaucoup de méthodes de calcul pour détecter ces communautés. On trouve ça, c'est la méthode, par exemple, de Neumann qui est la plus célèbre. Il y a des méthodes, par exemple, agglomératives, ou bien le bottom-down, c'est l'inverse de la méthode qu'on vient de citer, c'est-à-dire du bas jusqu'au haut. Ici seulement, on essaie d'isoler les nœuds, qui sont le plus loin du réseau. Et on commence peu à peu pour détecter ou bien pour voir les communautés les plus, par exemple, visibles dans le réseau, bien sûr, en suivant certains critères. Si les critères, c'est adopté par, bien sûr, le chercheur ou bien l'expert. Ici,
Ça, c'est très simple parce que c'est les critères à adopter par le chercheur ou bien l'expert, mais ça peut avoir un peu le biais humain, c'est-à-dire on peut avoir des erreurs parce que est-ce que ce sont les critères les plus convenables ou bien les plus, par exemple, adaptables ce réseau-là, ou bien à la distinction, détection des communautés. Ça, c'est quelques méthodes qu'on a citées. Il y a plusieurs de communautés, plusieurs méthodes de détection de communautés. Donc, maintenant, lorsqu'on détecte les communautés par ces méthodes-là, comment l'évaluer? Comment évaluer ces méthodes-là? Tout d'abord, comme je viens de dire dans la première séance, que l'analyse des réseaux sociaux, ce n'est pas seulement les indicateurs. On prend seulement pas les indicateurs et on interprète les indicateurs. Ce n'est pas seulement là. Mais il faut les mettre dans un contexte, le contexte de votre recherche ou bien le contexte de votre étude. C'est très important parce que lorsque vous détectez une communauté, est-ce que cette communauté-là a du sens ou pas? Donc, est-ce que ça a du sens? Parce que parfois, le logiciel peut vous détecter, peut vous donner des communautés, mais ces communautés-là n'ont pas de sens, sont pas bien reliées, etc., etc. Il faut avoir un expert et quelqu'un qui connaît très bien son domaine pour dire que est-ce que ça, c'est vraiment peut être une communauté ou pas. C'est ça, c'est très important. Donc, il ne suffit pas seulement de détecter les communautés par le logiciel ou bien par les méthodes de calcul et c'est bon. Non, il faut toujours 70% jusqu'à 90%, c'est l'explication, c'est le contexte de votre étude. Et bien sûr, pour évaluer, c'est la visualisation. On peut voir dans le schéma ou bien la graphe, on peut voir est-ce que ça, c'est bien séparé les différentes communautés. Maintenant, les limites de détection des communautés. Quelles sont les limites ou bien les défis qu'on trouve lorsqu'on détecte les communautés? Tout d'abord, pas de meilleure définition universelle de communauté. Parce que si on choisit, par exemple, les méthodes de détection de communautés, chaque méthode, elle peut vous donner des différentes communautés. Il faut prendre ça en considération. Mais est-ce que cela va vous dire que les communautés vont être un peu différentes? Donc, c'est toujours ça, c'est le contexte de votre étude, c'est le logiciel ou bien l'algorithme que vous allez choisir pour détecter votre communauté. Donc, il n'y a pas une unanimité de détection de communauté, chacun sa méthode. Donc, deuxième type, si certaines méthodes ne détectent pas bien les communautés chevauchantes. Comme je viens de dire au début, donc les communautés chevauchantes, c'est difficile toujours à bien les séparer, ou bien les voir, ou bien les interpréter. C'est très difficile. Parfois, lorsqu'on aussi lorsqu'on détecte les communautés, on trouve trop de communautés. Surtout lorsqu'on a un grand réseau qui contient plusieurs nœuds et plusieurs euh, relations, plusieurs liens. Donc ici, on peut trouver plusieurs aussi communautés. Et ça ne va pas lui donner de sens si vous cherchez par exemple 3 à 4 communautés, 5 communautés. Ça, c'est très difficile. Donc il faut toujours essayer d'éliminer les communautés qui ne sont pas nécessaires dans votre étude ou bien dans votre recherche. Il y a toujours aussi le biais humain. Donc, une communauté détectée n'est pas toujours réelle. Parfois, comme le logiciel, il peut détecter des communautés, mais ce n'est pas considéré comme une communauté. Parce que le logiciel, il prend seulement les liens, il prend les indicateurs de communauté, la modularité, etc. Mais il ne vous dit pas est-ce que c'est une communauté réelle ou pas. Donc, ça, c'est d'une manière générale. Donc, comment détecter la communauté d'une manière théorique. Maintenant, on passe de comment détecter cela et comment faire cela, puis on applique un peu dans un logiciel. Vous connaissez, donc j'ai choisi le logiciel Giphy parce que c'est un logiciel euh, simple, c'est un logiciel de visualisation, c'est un logiciel gratuit, donc ce n'est pas payant. Donc vous pouvez l'utiliser et il vous donne les informations nécessaires en tant que de débutant, bien sûr, dans l'analyse des réseaux sociaux. Donc, je vais essayer maintenant de partager mon écran. Donc, j'essaie
d'éliminer ça et de partager directement l'écran. Donc, je vais essayer. Donc, je vais aller directement à Giphy. Je clique. Vous voyez Giphy ici, c'est 0.10. Donc, c'est la version 0.10. Est-ce que vous voyez tout d'abord, est-ce que vous voyez maintenant que je suis dans le logiciel parce que j'ai cliqué déjà dessus? Pouvez-vous, s'il vous plaît, confirmer cela? Est-ce que Oui, vous voyez on le voit logiciel? le logiciel Très Gephi. bien, Oui, très on bien, le voit. très bien, très bien. Donc, lorsqu'on a cliqué dessus, dans ce logiciel, donc la première chose, ou bien la première fenêtre qui va apparaître ici, c'est Welcome to Giphy, c'est-à-dire bienvenue à Giphy. Il va donner New Project ou bien un nouveau projet, si vous avez un nouveau projet, les projets qui ont déjà, qui existent déjà, ou bien si choses que vous avez utilisées récemment, et les tutoriels, c'est-à-dire que les échantillons que Giphy a utilisé, ils peuvent donner bien sûr gratuitement. Par exemple, on prend ici Les Misérables. Vous voyez, on clique dessus. Les Misérables, pourquoi il écrit Les Misérables? C'est normalement vous connaissez ça, c'est le roman de Victor Hugo qui parle des misérables, de la pauvreté en France, bien sûr, dans les années 1800 normalement. Euh, et ça, donc dans ce roman-là, il cite plusieurs caractères ou bien plusieurs personnalités. Dans ce roman-là, on essaye de tracer les relations qui existent entre les personnalités ou bien les caractères dans ce roman-là. D'accord? C'est pourquoi on a mis ici donc les misérables. Donc, lorsqu'on clique, ici sur ça, il nous montre ici le nombre des nœuds. Number of nodes, on a 77. 77 nœuds, c'est-à-dire 77 acteurs. Et dans notre cas, c'est-à-dire 77 caractères ou bien personnalités dans ce livre-là, bien dans ce roman. Et donc, on a le nombre des liens, c'est en anglais c'est edges, donc nombre des liens c'est 254. Nombre de liens entre ces acteurs-là. D'accord? Ici, lorsqu'il montre ici graph type ou bien le type de graphe, on a de graphe mixte ou bien non orienté, undirected. Non orienté, toujours on fait ça parce que, comme on a dit, que notre graphe, toujours, on essaye de travailler avec les graphes non orientés, c'est-à-dire ils ne sont pas des flèches. Donc, il n'est pas une chose du flux de A à B. Il n'y a pas de flux de B à A. Non, c'est un graphe non orienté, c'est-à-dire directement, il y a des lignes et pas des flèches entre les nœuds ou bien entre les acteurs. Donc, il se passe seulement ici, vous cliquez directement OK. Et lorsqu'on clique OK, vous voyez ici que c'est le schéma de ces acteurs-là. Le schéma de ces acteurs, d'une manière, ils sont bien colorés, etc., etc., etc. Mais, généralement, lorsque vous importez des données, vous ne trouvez pas directement cela. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour nous? On essaie, par exemple, d'aller à une base de données ou bien le dataset de Giphy. Par exemple, on peut aller à Giphy Datasets et on peut directement, je vais voir ici, télécharger le fichier de ces misérables-là. Par exemple, le fichier les misérables. D'accord? Ce fichier, on le télécharge et puis, qu'est-ce qu'on fait? Je vais directement ici au fichier, File, Open, ou bien Ouvrir. Je vais chercher, parce que je l'ai déjà téléchargé, on trouve ça. C'est lesmisérables.jml. Ça, c'est l'extension. À la fin, je vais vous montrer, bien sûr, les différents types de fichiers. Est-ce que le fichier Excel, CSV ou bien le fichier XLS. Donc, on va faire ça à la fin de cette formation-là. Comment, bien sûr, comment importer les différents fichiers. Maintenant, donc, pour le moment, seulement pour faire la pratique. Donc, ici, je fais Open, ou bien Ouvrir. Toujours, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne les nœuds qui sont 77 et le nombre des liens, c'est 254.
Ou bien, le type de graphe, toujours, on essaye de prendre non orienté. C'est pas directed ou bien. On prend toujours indirected, c'est-à-dire non orienté. Type de graphe non orienté. Essayer de supprimer cela, la première qu'on a eue. Donc, cela. On voit ce graphe-là. Donc, c'est ça la réalité des graphes lorsque vous importez ou bien vous établissez les données la première fois. Elle peut-être va apparaître de cette manière-là. Donc, de cette manière-là, qu'est-ce qu'on fait pour nous? Donc, ça, c'est un peu, c'est très mixte, donc c'est vague, c'est très flou. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut directement aller ici à Layout, ou bien Paramètres. On va choisir le type d'algorithme. Généralement, pour ces échantillons-là, on peut prendre Force Atlas. Force Atlas, c'est un type d'algorithme qui, on va essayer de simplifier les relations qui existent dans dans le réseau là, afin de nous montrer bien les relations, et afin de montrer bien les, euh, les nœuds et les acteurs. Donc, Repulsion Strength ici, on ne va pas le laisser à 200 parce que ça va être très petite. Donc, on va les mettre généralement, on le fait à 10 000. Pourquoi j'ai fait ça? Seulement pour faire l'extension. L'extension, on va rendre un peu plus lent les relations entre les nœuds pour bien sûr les faire paraître bien clairs dans notre réseau. Et je clique sur Run, bien marché. Vous voyez ici, comme donc ça va paraître de cette manière-là. Donc, ça reste toujours, ça bouge toujours, donc on fait seulement stop. Donc, c'est ça le réseau qu'on a eu. Donc, le réseau de cette manière-là. Mais toujours, on ne peut pas le lire. On ne peut pas le lire. Mais ici, par exemple, si je vous montre, on peut cliquer sur ce petit bouton-là, ou bien cette petite icône. Donc, on peut les grandir comme ça. Et on peut, par exemple, les raccourcir de cette manière-là. Si on veut, par exemple, aussi, on peut le centrer, on fait de cette manière-là. D'accord? Donc, je vais faire grandir un peu. OK. Et donc aussi, on peut les voir de cette manière-là. Attendez. Parfait. Donc, on a maintenant ce réseau-là. Ce réseau-là, donc, il ne montre rien. Il ne donne pas une grande chose, malgré qu'on a fait une extension ou bien on a un peu allongé les liens pour faire pour rendre clair les nœuds et les relations. Normalement, vous vous souvenez de la dernière fois, par exemple, on a essayé de faire les indicateurs. Maintenant, on prend quelques indicateurs qu'on a vus durant le dernier cours. Donc, par exemple, ici, on peut voir le graphe densité, c'est-à-dire la densité du réseau. C'est quoi la densité du réseau? C'est le nombre de liens existants par rapport au nombre de liens maximum dans un réseau. Ici, on peut dire est-ce que le réseau est dense ou pas. C'est-à-dire tous les nœuds, ou bien les nœuds qui existent dans le réseau sont bien connectés ou pas. C'est ça ce que ça veut dire. Euh, on clique sur Run toujours, c'est toujours indirected ou bien euh, non orienté. On trouve ce rapport, on peut directement faire, les fermer parce qu'il ne donne que notre densité c'est 0,087. C'est-à-dire que 8%, notre densité c'est 8%. Donc notre graphe maintenant, il n'est pas très dense, il est peut-être même sparse. Donc il n'est pas, les réseaux, les nœuds sont pas trop connectés. On peut par exemple ici voir le network diameter, c'est-à-dire le diamètre du réseau. C'est quoi le diamètre du réseau lorsqu'on a vu la dernière fois? Le diamètre du réseau, c'est le nombre de liens, c'est la plus longue distance existante entre un nœud et un autre. Comment calculer ça? C'est à travers le nombre de liens. Ici, si je clique aussi toujours Run, c'est la même chose, Indirected, je fais OK. Donc, je reste. Donc, il y a 5, c'est paraître 5. Donc, on trouve ça, c'est 5 ici. C'est-à-dire que le lien le plus loin avec le lien
avec l'autre, le nœud avec un autre nœud, la relation la plus longue dans le réseau, c'est 5. Il y a 5 liens entre eux lorsqu'on calcule cela. C'est ça la plus longue. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? La modularité, très bien ici. Donc, on va calculer aussi la modularité. Avant d'aller à la modularité, je vais vous montrer maintenant une chose aussi. Maintenant, ces réseaux-là, si on veut, par exemple, les colorer ou bien les grandir les nœuds les plus importants, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller ici, appearance, c'est apparence, et donc on peut aller, il y a les nœuds, il y a les liens. Vous voyez ici. Par exemple, si on veut faire les nœuds, on peut les colorer ici. Ça, c'est la couleur du nœud. Ça, c'est la taille du nœud, si on veut changer la taille du nœud. Et ça, bien sûr, c'est l'écriture. Donc, ici, si on clique les nœuds, on peut aller directement. Ici, qu'est-ce qu'il nous donne? Unique, partition ou bien ranking, ou bien c'est-à-dire une échelle. Unique, si on veut donner une couleur unique, la partition, c'est, on va voir ici avec la détection des communautés, et on fait ici le ranking, c'est-à-dire quelle couleur on va donner selon le type de statistique qu'on a. Maintenant, si on veut, par exemple, par le degré, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, le cours, l'ancien cours, qu'est-ce qu'on a vu, c'est quoi le degré? Le degré, c'est le nombre de liens existants dans le nœud. C'est-à-dire, le nœud qui a plus de liens, c'est le nombre qui a de centralité très grande. Between centrality, c'est la centralité d'intermédiarité, c'est-à-dire que euh, le nœud, dans quelle mesure il sert de pont entre, bien sûr, les autres nœuds. C'est ça ce que ça veut dire l'intermédiarité. Par exemple, on prend l'intermédiarité, between centrality. On trouve ici les couleurs. Par exemple, si je clique sur le couleur, par exemple, le vert, on peut changer en cliquant seulement sur ça. On peut changer les couleurs d'une manière comme vous voulez. Mais on va cliquer directement avec les propositions. Donc, les couleurs ici les plus denses, ce sont les couleurs qui ont une intermédiarité très grande. Et les nœuds et les liens les plus denses, c'est-à-dire de la couleur verte, donc c'est les liens les plus qu'ils ont une intermédiarité très grande. On peut faire la même chose avec la taille. Par exemple, la taille, je clique directement, ça c'est la taille. Je fais ici le ranking, choisir un attribut, et puis je fais, par exemple, on reste toujours dans l'intermédiarité. Je clique sur l'intermédiarité. Ici, il vous donne la taille minimale et la taille maximale. Par exemple, 1 jusqu'à 4, c'est très peu. Donc, je vais faire 20, la taille minimale, jusqu'à 120, par exemple, la taille maximale. Qu'est-ce que je fais? Je fais appliquer. Vous voyez, donc maintenant, on voit que les nœuds sont devenus très grands par rapport à leur importance, par rapport à leur intermédiarité. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Les nœuds la plus grande ici, c'est le nœud qui a une intermédiarité très grande. Les nœuds moyens aussi, intermédiarité moyenne, etc., etc. Les nœuds les plus, etc., les plus petits, donc ils ont une intermédiarité très, très faible. Donc ça, c'est d'une manière générale, on peut les différentes statistiques. On peut, comme je viens de dire, on peut faire aussi le degré. C'est la même chose. Par exemple, ici, c'est 20 jusqu'à 120, comme on a dit, et puis appliquer. On trouve d'autres, par exemple, le nœud qui sont grandis parce qu'ils ont un degré de centralité très, très, très grande. Ici, c'est-à-dire que ces nœuds sont très importants, qu'ils ont des relations très importantes dans le réseau. Donc, je vais seulement essayer de... Attendez. Oui, je vais aller seulement au preview. Et puis, seulement parce que je vois que les nœuds, ils sont chevauchés entre eux ici. Je vais essayer de l'élargir un peu. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va aller ici directement à Preview et on clique sur Preview. On trouve plein d'options ici et on peut choisir lesquelles options. Par exemple, ici,
on peut voir sur les nœuds, par exemple, on peut éliminer les nœuds, donc on fait seulement refresh et on ne les trouve pas, par exemple. Attendez, il n'existe pas de nœuds. C'est, par exemple, faire apparaître les nœuds. Donc, on peut trouver même, par exemple, les nœuds ici sont de forme, par exemple, des arcs, ou bien on peut l'éliminer. Donc, on élimine ça. On ne fait pas curved, donc c'est avec directement des lignes. Donc, comme vous voyez ici, donc, il y a plein d'options à choisir dans le schéma qu'on a, ou bien dans la figure qu'on a. Qu'est-ce qu'on a aussi à vous montrer? Donc, proportion size. Oui, ça, c'est aussi, c'est proportion size, on va le voir, je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas. Attendez. Eh bien. Refresh. Donc, ici, donc, ça, c'est les différentes méthodes qu'on peut trouver donc, pour faire apparaître le réseau. Maintenant, il y a une chose aussi très importante. Donc, maintenant, on va aller directement en modularité. Vous vous souvenez, donc, qu'est-ce qu'on avait dans la modularité? C'est on va essayer de détecter les communautés dans ce réseau-là. Parce que ça, s'il est vert, il détecte seulement les nœuds les plus centraux, soit d'intermédiarité, ou bien de degrés, ou bien même de vecteurs propres, comme vous voulez les faire. Donc ici, justement, je vais essayer de faire la modalité. Je ne change pas je vais pas changer de paramètres ici. Même useWeight, il n'y a pas généralement de lien pondéré ici. Donc je vais directement écrire OK. Donc la modularité ici, on la trouve de 50%, généralement 56%. Donc il y a une qualité moyenne, c'est une bonne qualité de distinction du communauté. Maintenant, si je veux, par exemple, voir ces communautés dans différentes couleurs, qu'est-ce que je fais? Je reviens toujours à apparence. Je vais aller directement, donc ici, les nœuds. Attendez. Les nœuds, clique les nœuds. Ici, je ne clique pas sur ranking, je clique sur partition, parce que c'est la division. Division. Qu'est-ce que je fais? Choose un attribut, ou bien c'est-à-dire choisir un attribut. Donc, je vais directement aller en modularity classe de modularité. Je clique dessus. Qu'est-ce que je trouve maintenant? Ici, le logiciel nous a montré qu'il existe combien? 6 communautés dans ce réseau-là. Donc, et même avec différentes couleurs, vous voyez. Maintenant, si je veux, par exemple, appliquer ça, ça va nous montrer les différentes couleurs dans notre réseau. Vous voyez? Donc ça, c'est différentes couleurs avec différentes communautés. On peut choisir, bien sûr, on peut ici changer la couleur en cliquant seulement dessus. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour le cas, pour nous, donc c'est pas la peine de changer parce que tout est clair ici. Donc ça, c'est le pourcentage, comme vous voyez, le pourcentage dans le réseau. Ça, par exemple, la troisième, elle a le plus grand pourcentage dans le réseau, et etc., etc. Donc ça, c'est euh, comment détecter les communautés dans un réseau social. C'est très simple, c'est très simple. Je sais que dans la théorie ou bien dans l'explication, ça peut paraître un peu difficile, mais comme vous voyez ici, donc on seulement fait et le logiciel va calculer tout en même temps. Maintenant, lorsqu'on clique par exemple sur une communauté, on peut voir la communauté tout seul et on peut après voir les différentes caractéristiques de chaque communauté. Et ça, on les verra ensemble dans la prochaine fois. Donc, qu'est-ce que j'ajouterai aussi s'il y a des choses à dire? Donc, c'est ça. Donc, ici, c'est toujours les statistiques. Quand vous pouvez, par exemple, seulement écrire, faire marcher, par exemple, run. Ici, par exemple, le degré moyen, on peut les calculer. C'est le 6,59, c'est-à-dire la moyenne des relations de chaque nœud, c'est généralement 6 relations. Par exemple, weighted degree, c'est-à-dire généralement degré pondéré. On n'a pas ici pour le degré pondéré. Euh, Ça, qu'est-ce qu'on a vu aussi d'autres? On n'a pas vu ça donc jusqu'à présent. Les nœuds, le degré
Le clustering coefficient, on a, mais on n'a pas encore fait l'importance de chaque élément, donc on ne peut pas les calculer ici, parce que l'exemple ne donne pas l'importance il n'a pas pondéré l'importance de chaque nœud. Alors, donc, comme vous voyez ici, donc on peut détecter facilement les communautés. Qu'est-ce qu'on fait? On clique seulement dans les statistiques, on va aller cliquer la modularité, on fait run. Et donc, lorsqu'on fait cela, on peut aller directement sur apparence, on clique sur les nœuds, on va à partition et je clique la modalité classe et je clique toujours appliquer et on trouve la détection de ces communautés-là. Donc, cette communauté-là, cette communauté. Donc, en interprétation maintenant, si je veux interpréter cela, je prends cette communauté-là et j'essayais de voir les nœuds de cette communauté, qu'est-ce qu'ils ont en commun, dans le contexte, bien sûr, de notre étude, quels sont le type de relations, pourquoi ils sont dans la même communauté, etc. Les flux d'informations, bien de marchandises, ou bien ça dépend le type de cas qu'il y a. Donc, comment on montre que ça, c'est une communauté et quelles sont les décisions à prendre à la base de la détection de cette communauté. J'espère que j'ai bien expliqué cela d'une manière très simple. Et donc, si vous avez toujours des questions, je serai ravi bien sûr à vous répondre. Je crois qu'il y a ici un exemple, par exemple sur les deepfakes. Comment pourrions savoir grâce à cet outil qu'il s'agit d'une fausse information si en fonction du nombre ou? Oui, très bien, très bonne question. Donc cela, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a des fake news, lorsqu'on a des fake news, qu'est-ce qu'on a? Donc on trace les fake news. Qu'est-ce qu'on fait? On peut, maintenant, on fait le fake news, on va à la source. Qui a dit ce fake news? Qui a dit cela? Par exemple, on trouve des milliers de personnes qui ont peut-être partagé ou bien diffusé cette information, par exemple les fake news, et on calcule cela, d'où il vient, de cette manière-là. De cette manière-là, lorsqu'on a fait, par exemple, 1, 2, 3, on collecte toutes ces bases de données. Par exemple, cette personne a diffusé cette information et cette personne a diffusé cette information. Ce site d'Internet a diffusé cette information. Cela a diffusé, cela a diffusé, cela a diffusé. Et puis, lorsqu'on voit cela, on fait les relations d'où elle a diffusé cette information, ces sources d'information. On fait cela, donc on les prend et on le met dans le logiciel. On fait seulement détecter la communauté. Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce qu'elle va révéler? Elle va révéler les communautés qui sont le plus connectées entre eux, c'est-à-dire les communautés qu'ils toujours prennent des informations entre eux. C'est-à-dire il y a une interaction très dense entre peut-être cette communauté-là et cette communauté-là, toujours, il y a des propagations d'informations, bien de diffusion d'informations fausses. Donc, qu'est-ce que je fais pour le moment? Maintenant, je vais aller dans cette communauté, l'appeler dense, où il y a une source d'information. Je vais faire une investigation et de voir pourquoi toujours cette communauté a des fausses informations. Et puis, bien sûr, je fais l'extension de mon étude et voir les raisons pourquoi et la source d'où vient leur information. Parce que, comme je viens de dire, et si le logiciel, il vous détecte seulement les communautés, il ne vous dit pas la raison pourquoi elle est comme une communauté, il ne vous dit pas la source, ou bien la cause pourquoi elle est considérée comme comme une communauté, il ne vous donne même pas la décision à prendre. Ça, c'est le contexte de votre étude. Comme je viens de dire, donc, pour votre question, c'est une très bonne question. Donc, j'ai détecté la communauté, j'ai vu que toujours, généralement, la fausse information vient de cette communauté. Donc maintenant, j'ai fait mon investigation et d'aller à cette communauté et voir les raisons pourquoi et de comment et la source, etc., etc. J'espère avoir répondu à votre question, Ambad. D'autres questions, si vous avez d'autres questions?
Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. En fait, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Alors, en bas, vous voulez encore poser une autre question? Vous avez des autres questions? Je crois qu'il est en train d'écrire normalement. Oui, exactement. Il est en train d'écrire. Ouais. Donc, pas de problème. Alors, si vous voulez ajouter autre chose, Dr. Sherfeddin, donc avant de terminer. La théorie est un peu vague ou bien un peu floue. Mais maintenant, j'espère que vous avez bien compris que le logiciel est très simple, que ce n'est pas beaucoup de choses à faire. Si seulement il y a quelques indicateurs, quelques algorithmes, bien sûr, à faire. Et tout ça, ça va donner une idée sur l'analyse des réseaux sociaux. Parce qu'on y, en tant que, généralement, dans le domaine des sciences sociales, on n'est pas obligé de savoir tous les calculs, etc. Donc ça, c'est logiciel, il sert très bien pour cette raison-là, d'analyser les réseaux et de voir, et seulement il vous donne une idée pour bien sûr continuer votre recherche ou bien continuer votre étude ou bien votre travail. Ça dépend le cas que vous faites dans votre vie ou bien dans votre carrière. C'est clair, Dr. Sherfeddin. Merci beaucoup. En bas, en fait, voilà, il a écrit un message. Et merci, j'ai bien compris que la conclusion me vient d'après ce que vous venez de dire. Donc, c'est à moi de faire l'investigation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Lorsque vous détectez la communauté, maintenant, c'est à vous de faire. Vous devez bien sûr comprendre bien votre contexte d'étude. Vous devez savoir très bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour bien expliquer cela. L'analyse des réseaux sociaux, il vous donne une idée générale, mais pour l'explication, pour l'interprétation des résultats, pour voir les raisons, etc. Pourquoi existe une communauté, ça toujours, ça revient à votre type, à votre sujet de recherche et le contexte où vous faites votre étude. C'est ça, oui. Très clair, docteur. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, soit à lever la main, soit vous pouvez écrire dans le chat. Je pense que tout est clair, docteur. Merci beaucoup. Je vous Donc, remercie à mon tour aussi. Merci. merci, merci à tous les participants. Donc, je vous rappelle pour voir toutes les actualités concernant notre université, n'hésitez pas à visiter notre site web de l'université et je vous invite encore à nous joindre au groupe WhatsApp des activités des étudiants. Merci à vous encore une fois, Dr. Sherfeddin, et au revoir. Ah, peut-être en bas d'encore, il est en train d'écrire quelque chose. Voilà, il pose une question. Oui, est-ce qu'il y a des compétences spécifiques pour réaliser ce genre qu'on comprend les maths ou pas? Non, 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 non. D'origine, comme je viens de dire donc, dans les sciences précédentes, donc oui, les réseaux sociaux sont à la base mathématiques. Ce sont à la base mathématiques et statistiques, mais tous ces calculs-là, ils sont dans le logiciel. Ils sont dans le logiciel. Vous n'êtes les bases mathématiques, comment on a calculé cela, comment par exemple on a calculé la modularité. Bien sûr, lorsqu'on calcule par exemple la modularité, il y a différentes méthodes de calcul. Comme je viens de citer, il y a la méthode de Levin, il y a la méthode de Neumann, mais ces méthodes-là, vous n'êtes pas obligé de les savoir. Seulement, ce qui est important pour vous, c'est de comprendre cet indicateur, à quoi ça sert. Par exemple, si la modalité, par exemple, est, on trouve 70%, c'est-à-dire 0,7, ça vous donne une idée que la qualité de division des communautés est très bonne.
Si le cas, par exemple, on trouve seulement 1%, ça veut dire que la division de la communauté, elle est mauvaise. Donc, on doit choisir peut-être une autre méthode une méthode de partition ou bien des méthodes de division. Donc, c'est ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de savoir le concept ou bien les calculs, mais vous devez savoir ou bien comprendre la raison d'être. Pourquoi on utilise cet indicateur, pourquoi cet indicateur, pour bien un peu, bien sûr, après, vous pouvez interpréter vos résultats convenablement. Très clair. Merci à C'est vous, clair? docteur. Oui, c'est très clair. En bête, vous avez des autres questions? Très bien. Donc voilà, merci encore une fois, docteur Sarfeddine. Merci à tous les Merci. participants. Voilà, s'il n'y a pas des autres questions, on s'arrête là. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.